Et ouais, là, on va parler d'une rencontre qui a récemment tourné en faveur du FC Séville et qui pourrait néanmoins le rester, puisque les fantômes peut-être de la Ligue des Champions, ils sont encore très certainement au-dessus des têtes des Blaugrana. On va en parler dans le temps additionnel donc de ce match entre le FC Séville et le FC Barcelone, comptant pour une nouvelle journée de Liga. Pour rappel, on parle bien de la journée de Liga, puisque les deux équipes vont s'affronter en Coupe du Roi dans les jours à venir aussi, pour la demi-finale retour. Mais voilà, match très intéressant entre les deux équipes, et on va être encore bien entouré pour ce podcast, puisque j'ai deux invités qui savent de quoi parler, enfin, savent quoi dire sur leur club, ils connaissent leur club comme personne. Et on a Marc déjà de Séville France pour parler du FC Séville. Salut à toi, Marc. Salut Quentin, salut Imad. Et tu m'as niqué mon introduction du coup, parce que je suis obligé d'introduire Imad maintenant. Salut à toi, Imad. Salut, bonsoir les gars, merci pour Le l'invitation. spoil qui tue. Ah ouais, le Merci, mec a spoil quoi, c'est incroyable. Non, bienvenue à toi Imad. merci. Dans cette émission, tu fais une première apparition, donc on peut te retrouver sur Twitter notamment avec le @blaugrana Atlas. Donc Exactement, c'est ça. je pense qu'il n'y a pas plus évocateur comme nom. T'es supporter donc, du FC Barcelone, donc bienvenue à toi. Et on va donc tout de suite commencer avec toi, puisque le sujet brûlant en ce moment, peut-être en Espagne, c'est quand même le FC Barcelone, qui a récemment vécu une petite déconvenue, on va pas se le cacher, face au Paris Saint-Germain. Alors ça s'est relevé un petit peu en championnat depuis, malgré ces défaites. Bon, il y a eu un match nul contre Cadix, mais il y a eu cette victoire 3-0 face à Elche. Donc comment tu vois ton équipe, toi, après cette débâcle face au PSG? Comment tu la sens avant cette rencontre qui va être tout de même importante face au FC Séville ce samedi? Alors c'est vrai que niveau résultat, on vient de se relever avec une victoire hier contre Elche, mais je suis pas hyper satisfait encore parce que ça a été très poussif. Comme tu l'as dit, contre Cadiz, on fait match nul. Et contre Elche, première mi-temps, on est à 0-0, c'est très poussif. Une petite erreur défensive au début qui aurait pu profiter à Elche et qui aurait pu nous coûter encore très cher. Au final, on s'en sort bien avec 3-0. Encore une fois, et c'est pas anodin, mais c'est encore Messi qui nous sauve. Sur deux trois accélérations, il change complètement le match et on gagne le match 3-0. Ça reste encore très poussif depuis la débâcle contre le PSG, mais c'est très paradoxal parce que je suis quelqu'un aussi d'assez optimiste, mais je compte sur ce match justement contre Séville, un gros choc pour la Liga. On vient de perdre des points bêtement au moment où Atlético avait perdu des points dans la course au titre. Je pense qu'on aura vraiment à cœur de gagner ce match et voilà pourquoi je suis pas totalement pessimiste, bien qu'il y ait des points qui pourraient me donner envie de l'être. Alors justement, Marc, là je me tourne vers toi pour le coup, pour évoquer un petit peu le Barça. C'est le meilleur moment pour les prendre, honnêtement. En plus, vous venez de les gagner en demi-finale aller de Coupe du Roi 2-0 chez vous. Là, vous les recevez à nouveau en championnat. Vous les avez à nouveau à jouer le 3 mars en Coupe du Roi pour le retour. Honnêtement, c'est la meilleure période pour les jouer. Ouais, on va pas se cacher que quand tu as une triple confrontation face à un grand club comme le Barça et que tu les joues dans le contexte dans lequel ils se situent actuellement, ouais, c'est bien évidemment ce qu'il y a de mieux qui peut arriver au club. Après, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, c'est pas du tout le Barça qu'on connaît depuis le début de la saison, hein. Il y a eu ce match qu'on a joué face à eux au, au Camp Nou en début de saison où normalement il aurait dû tourner à notre avantage et ça s'est fini par un nul. Mais très clairement après la débâcle. Mais après, tu sais, c'est toujours à double tranchant, hein. C'est une Mm. équipe qui est capable sur des éclairs de génie, de te faire taire très rapidement, parce qu'ils ont quand même des joueurs de classe mondiale, et ça, il faut pas l'oublier. Donc ça peut être le bon moment sur le papier, mais tout comme c'était le bon moment pour jouer Dortmund, et on a vu comment ça s'est passé en quelques minutes. Donc ça peut se passer de la même façon face au Barça, donc il faut rester prudent, même si bien évidemment c'est une équipe qui est enclin au doute, mais c'est une équipe qui est en train de récupérer petit à petit ces joueurs qui étaient pas disponibles pendant les matchs précédents. Donc il faut rester très prudent et faire preuve de beaucoup d'humilité et de respect envers cette équipe.
Alors nous, Marc, on s'est pas vu depuis un certain match en fin d'année 2020 face à Rennes, hein. On était Ouais. dans le podcast avec les amis de Radio Roazhon. On s'était quitté sur une très belle note, hein, puisque vous aviez remporté cette rencontre 3-1. Et depuis, bah, le FC Séville marche plutôt bien, faut le reconnaître. Seulement 2 défaites depuis le début de l'année, une face à l'Atlético et une autre face à Dortmund lors du 8e aller de Ligue des Champions. Ça marche bien, ça marche plutôt bien pour vous. Et puis, bah, à noter aussi cette victoire de 0 en Coupe du Roi lors de la demi-finale aller face à ce même Barça. Vos ambitions, est-ce qu'elles sont les mêmes qu'au début d'année du côté andalou? Ouais, parce que en début d'année, moi j'ai toujours dit que, à mon avis, c'est une année où dans laquelle on peut faire quelque chose d'important. Moi, je pensais aller assez loin en Champions League. Ça s'est mal passé pendant le premier match, mais on a encore toutes nos chances pendant le match retour. Et la Liga, c'est pareil, hein, on est en train de prouver qu'on peut lutter face à des grandes équipes parce que Monchi a su créer un effectif de qualité avec peu de moyens parce que finalement, il n'y a pas eu énormément de recrutement cette année, mais avec les moyens qu'il avait, il a construit une équipe intéressante, une équipe complémentaire. Et si on est toujours là en train de lutter pour la finale de la Coupe d'Espagne, pour peut-être pas jouer le titre, mais en tout cas jouer les trois premières places de la Liga, plus les huitièmes de Champions League, c'est qu'on fait une belle année. Et effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a que 2 défaites depuis le 5 décembre. C'est Et ça. c'est face au leader de la Liga et c'est face à une équipe qui a beaucoup plus d'expérience que nous en Champions League. Donc ouais, c'est une très belle période. Et notamment, on a un très grand gardien qui nous permet de conserver des points et qui nous fait gagner des points, ce qui nous a beaucoup manqué pendant les années précédentes. C'est Yacine Bounou qui fait une saison exceptionnelle et qui, depuis décembre, est mais absolument phénoménal. Et voilà, on a 2, 3 mecs qui réussissent à sortir la tête de l'eau quand on est un petit peu moins bien, et ça c'est super important quand tu veux faire quelque chose pendant une saison. Alors, ouais, justement, moi je suis totalement d'accord avec toi. On voit que depuis plusieurs saisons, et puis ça passe aussi par cette explosion de Bounou, il y a eu une certaine progression, je trouve, dans cet effectif qui est assez impressionnant. Et on sent que Lopetegui y est quand même pour quelque chose et y est pour beaucoup. Moi, j'ai pas vu un FC Séville aussi régulier depuis des années, et je suis très content de voir ce club-là aller un peu titiller les gros, puisque si on fait le bilan comptable du FC Séville cette saison, c'est très bon. Le FC Séville, après 23 matchs joués, est à 48 points, 2 points en dessous du Barça, mais le Barça a un match en plus. Et à seulement, donc si je suis encore bon en calcul mental, 7 points de l'Atlético Madrid, qui fait une saison extraordinaire aussi de son côté. Donc c'est une très bonne chose de voir le FC Séville à ce rang-là, d'une part pour le FC Séville et d'une autre part pour le foot espagnol, puisque on a envie que d'autres équipes, que le Barça ou le Real, et d'ailleurs l'Atlético le montre, que les autres équipes espagnoles peuvent faire du jeu et être intéressantes et jouer quelque chose. Ça se voit en Coupe du Roi aussi, ça se voit en Ligue des Champions, même s'il y a eu cette défaite, parce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes. Et ça se voit du coup en championnat, puisque cette 4e place, elle n'est pas usurpée du tout. Le jeu est intéressant, les joueurs se subliment et s'améliorent de semaine en semaine. Voilà, et puis on n'est pas sur un effectif qui est comment dire, des plus nazes, hein. On a des joueurs expérimentés, on a des jeunes en devenir, des mecs qui sont en train de prouver qu'ils ont un niveau quasiment européen, voire international. Je pense à notamment En-Nesyri qui est en train d'exploser complètement cette saison. Ouais, Des confirmations aussi. Il y a des confirmations aussi dans cet effectif. Et puis bah voilà, bon, il y a aussi en défense Jules Koundé qui est exceptionnel. Voilà, et je pense qu'on peut en citer plein d'autres marques après. Mais voilà, il y a beaucoup de satisfaction cette saison individuellement, j'entends, du côté sévillan. Franchement, moi, je trouve cet effectif dingue parce qu'en fait, t'as vraiment 2 équipes et ça, c'est très fort parce que pour lutter à des postes importants ou si t'as de grandes ambitions, faut avoir du banc en fait. Et on sait que ce qui est intéressant dans cet effectif, c'est que dès que t'as un joueur qui est pas au niveau sur un match, ce qui peut arriver, ben sur le banc, t'as immédiatement quelqu'un qui est capable de rentrer et Lopetegui n'a pas peur de le faire et de changer la situation. Au milieu de terrain,
on peut même pas définir s'il y a un milieu type. On sait que il y a Fernando, il y a Jordan, les deux là sont assez indéboulonnables, mais par contre le troisième qui l'accompagne, même parfois c'est Rakitic, parfois c'est Oliver Torres. Quand tu veux jouer un petit peu plus bas, tu joues avec Nemanja Gudelj. Enfin, tu vois, t'as vraiment beaucoup de choses intéressantes. T'as Oscar Rodriguez sur le banc. T'as El Papo Gomez qui peut jouer au milieu de terrain, donc c'est une arrivée quand même très importante pour le club. Et effectivement, je trouve cet effectif vraiment très bon parce que même là, on a Lucas Ocampos qui est blessé, ben t'as Papo Gomez ou sinon t'as Mounir qui rentre et qui est bon. T'as une explosion également d'un autre joueur, ben c'est Souzo qui fait une superbe saison et je crois qu'on en parle vraiment pas assez, mais il est absolument indispensable à cette équipe. C'est lui qui apporte trois quarts des dangers depuis son retour fin octobre, début novembre. C'est peut-être le plus fort de l'effectif en termes offensifs. Effectivement, Nesiri les met au fond, mais en termes de danger, de ce qu'il apporte en termes d'élasticité tactique, etc., Sousso fait une très belle saison. Et ouais, comme tu l'as dit, l'effectif est très 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 intéressant, très bien monté et ultra complémentaire. Et on sait que c'est le plus difficile, c'est de monter de la complémentarité. Et Monchi l'a fait, que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain ou avec les attaquants, parce que même quand Enesiri est un petit peu moins bon, ben, Luke de Jong rentre et Luke de Jong il est décisif. Ou quand Luke de Jong est pas bon, ben, t'as systématiquement Enesiri qui va être bon. Et ça, c'est très fort quoi, de la part de Lopetegui. Alors là, Imad, il peut commencer à avoir peur parce que je pense que quand t'entends tout ça, t'es pas forcément confiant à l'idée d'affronter le FC Séville en ce moment. Et justement, voilà, j'aimerais avoir ton avis aussi sur le FC Séville, surtout sur celui de cette saison. Comment tu perçois cette équipe, toi? Est-ce que tu penses que, peut-être pas cette saison, mais au vu des améliorations qui ont été apportées par Monchi, par Lopetegui, et l'amélioration en constante progression de ces joueurs-là, est-ce que tu penses que le FC Séville peut avoir un rôle à jouer pour le titre en Liga, par exemple, aller titiller le FC Barcelone, par exemple, ou le Real Madrid et même l'Atlético qui fait une superbe saison cette année? Alors c'est exactement ce dont j'allais parler. Justement, alors je regarde pas tous les matchs de Séville, donc peut-être que je dirais quelques erreurs et tout, mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis plusieurs saisons, voire aussi loin que mes souvenirs me mènent, je dirais vers la saison 2016-2017, déjà je voyais que le FC Séville commençait à être un sérieux prétendant pour le top 4, voire même le titre. Le seul problème, donc encore une fois, je regarde pas tous les matchs de Séville, donc Marc pourra me dire justement sous quel aspect ça n'a pas eu lieu, mais plusieurs saisons, je les voyais au départ être capables d'aller jouer pourquoi pas le titre parce que depuis plusieurs saisons, je trouve que le Barça, le Real Madrid, le niveau de la Liga est un peu en baisse et je trouvais dommage que des équipes comme justement le FC Séville n'en profitaient pas pour aller essayer de jouer la première, voire la deuxième place et et pourtant, oui, comme on a dit, ils ont l'effectif pour. C'est une équipe, de ce que j'ai vu, qui recrute pas mal. Ils ont recruté pas mal de joueurs les 2 dernières saisons et pourtant l'effectif arrive à être cohérent. On peut penser souvent que lorsqu'il y a que le mercato est assez mouvementé dans un club, il faut un temps d'adaptation. Après, ça dépend encore une fois, comme l'a dit Marc, Monchi a fait un super travail. Donc ça, c'est à souligner. Mais non, je trouve qu'à chaque fois, le FC Séville arrive toujours à jouer le haut du tableau. Et pour moi, en fait, le petit bémol, c'est que pour moi, il pourrait jouer encore plus haut. Il pourrait vraiment essayer de jouer le top 2, voire les premières places de Liga. Alors cette année, ouais, j'ai vu le classement en plus, malheureusement. Donc Atlético Madrid a pris un sacré avantage sur le reste de la concurrence. Mais si Séville se relance, ils peuvent très bien jouer la première, la deuxième place. C'est une équipe qu'on voit très souvent en Coupe du Roi en finale. On s'est déjà affronté à plusieurs reprises avec le Barça et Séville en Super Coupe d'Espagne ou en Coupe d'Espagne assez loin dans la compétition. En Europa League, ils sont toujours présents. Ligue des Champions, ils recommencent à être pas mal de fois en huitième de finale. Donc non, pour moi, c'est une équipe qui fait partie. Moi, je les mets avec Atlético Real Barça, mais un petit cran en dessous parce que il manque. Et là, je demanderai justement à Marc de me dire ce qu'il pense qui manque à cette équipe parce que pour moi, elle est peut-être en dessous des 3 cadors, mais elle est largement au-dessus de toutes les autres équipes espagnoles. Et je trouve que Lopetegui, alors ça paraît un peu contradictoire vu comment il a fini avec l'Espagne et le Real Madrid, mais il avait quand même paradoxalement proposé du beau jeu avec ces deux équipes-là, bien qu'il ait été renvoyé de ces équipes, mais là avec Séville, ça s'apprend. Donc ouais, pour moi, je vois que c'est à l'avenir, je vois cette équipe si elle continue à monter pouvoir jouer les hautes places de Liga.
Pour te répondre, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on ait des difficultés justement soit à se maintenir, soit à passer le cap. Passer le cap, c'est ce que moi j'espère qu'on va faire tous les ans, mais il y a premièrement une réalité économique, c'est que c'est quand même très difficile de lutter économiquement face aux trois ogres de la C'est Liga. clair. Parce que même quand t'es plutôt bon, ben, en un mercato, la situation elle peut changer. Je veux dire, nous on peut pas recruter des joueurs à 120, 130, 140, 150 comme ce qu'on a vu chez les trois cadors. Hein. Nous, le plus gros transfert de l'histoire du club, c'est Jules Koundé à 25 millions. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, Et il faut. pourtant, ça lutte quand même, hein. Enfin, je veux dire, au final, c'est pas des grands cadors, mais ces joueurs-là font plus que justement les grands cadors recruter des 100 millions et luttent vachement contre les grosses, enfin, contre les grosses équipes en un contre un. On n'a pas l'impression de, de voir Et, et c'est une c'est là, différence. c'est là, c'est là, je me permets d'intervenir là-dessus, que tu vois Ouais, toute la perspicacité pardon de Monchi là-dessus, c'est que tu vas aller chercher des joueurs à fort potentiel qui n'ont pas forcément joué dans des grands clubs. exactement. Et là, et Jules Koundé en est la preuve vivante. Il vient de Bordeaux quand même, le gars. Faut pas oublier Ouais, que c'est Bordeaux, intelligent, c'est des recrutements intelligents. faut pas oublier que Bordeaux aujourd'hui c'est une équipe très moyenne de Ligue 1, mais que dans cet effectif-là, il a un peu surplombé, surplombé, oui voilà, pardon, je trouve pas mes mots, l'effectif bordelais. Mais aujourd'hui, il s'affirme comme l'un, voire peut-être cette année le meilleur défenseur de Liga, parce que honnêtement, je vois pas un mec aussi Non, c'est le fort que meilleur. Koundé. C'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur de la Liga cette saison en termes défensifs. En plus, il apporte offensivement. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup à titre personnel parce que je trouve qu'il a une énorme marge de progression et qu'il peut encore passer un niveau au-dessus. Et je pense même que ce niveau, il peut le passer avec le FC Séville parce que le FC Séville, comme tu l'as dit très bien dit Imad, reste encore un cran en dessous des équipes des cadors européens, enfin des cadors niveau européen que sont Atlético, Barça, Real, mais en conservant ce type de joueur-là et peut-être en étoffant encore un peu plus son effectif, ça peut devenir un concurrent très très sérieux à ces trois équipes que je viens de citer. Et là-dessus, je te redonne la parole, Marc, pour finir sur Séville. Ça marche. Et du coup, ben, pour resituer un petit peu le contexte, il y a eu quand même, Imad, tu parlais de la saison 2016-2017, qui est notamment celle de Jorge Sampaoli, et qui est également celle du départ de Monchi, puisque c'est en fin de saison 2017 enfin 2016-2017, qu'en fait Monchi va rejoindre la Roma, et qu'à ce moment-là, il va y avoir un tournant, c'est que on va devoir changer de politique sportive et que ben, c'est Oscar Arias qui était l'adjoint de Monchi qui va prendre les rênes et donc du coup qui va choisir l'entraîneur, qui va prendre Eduardo Berizzo qui était en soi dans l'idée un bon choix et qui va lui monter tout un groupe en fonction de ce que lui va demander, etc. Mais par contre, ça va pas fonctionner, ça fonctionnera pas non plus avec Monteya, ça fonctionnera pas avec Joaquín Caparrós en tant que directeur sportif qui va prendre la relève d'Oscar Arias. Et c'est justement puisque Monchi est revenu de son expérience qui s'est pas extrêmement bien passée à la Roma, puisque ben voilà, c'est pour ceux qui savent, c'était pas terrible et dans les choix qui ont été faits, dans les recrutements, etc. Il n'a pas forcément réussi son expérience à Rome. Et quand il est revenu avec des garanties de la part de José Castro, c'est-à-dire que lui, il en avait marre, et c'est une des raisons pour laquelle il est parti, de justement tous les ans devoir vendre ses meilleurs joueurs pour faire voilà, grimper l'économie, pour pouvoir refaire des investissements, etc. Donc lui, il a demandé des garanties, c'est-à-dire avoir la certitude de pouvoir être ferme concernant les départs et la garantie d'avoir des enveloppes un petit peu plus importantes pour faire des recrutements. Et c'est ça qui a permis qu'on passe cette année le cap qu'on avait l'année dernière. On avait déjà une très belle équipe l'année dernière, hein, mais par contre cette année, je trouve que l'équipe est bien meilleure encore. C'est que ben on n'a pas fait partir Jules Koundé alors qu'on a eu des propositions frôlant les 70 millions d'euros de la part de Manchester City. Donc ça c'est important, c'est que Monchi a dit non, la clause elle est à 90, donc Koundé, c'est 90 ou rien. Et il y a eu ce débat sur beaucoup de joueurs, hein, sur Lucas Ocampos qui était énormément regardé de la part du Bayern, Diego Carlos de la part de Liverpool, etc. Donc il y a eu beaucoup de nos joueurs qui ont été scrutés à la loupe. Et Monchi a dit non, la clause elle est à temps et temps, soit vous payez la clause, soit c'est non. Et comme on sait qu'on est dans un contexte économique très compliqué, eh ben ça a été non en fait. Et c'est ça qui a permis à Monchi d'enrichir encore son effectif. Et comme tu le disais, Quentin, pour moi, Jules Koundé, pourquoi est-ce qu'il devrait partir cet été? Enfin, pour moi, il y a rien de sûr. C'est-à-dire que si on passe Dortmund et que on joue la première place de la Liga, qu'est-ce que tu vas faire ailleurs? Tu vas aller où, en fait? C'est-à-dire Mm. que tu vas aller à Liverpool ou à Manchester United. Est-ce que c'est meilleur que Séville actuellement?
Je sais pas, moi. Je vous laisse à votre réflexion. C'est un club qui a énormément d'histoire, etc. Le sujet n'est pas là. Mais sportivement parlant, tu vas jouer quoi? Voilà, donc, les mecs ils sont intelligents aussi. C'est-à-dire que Jules Koundé, il pouvait partir. Il aurait pu faire le forcing, etc. Il n'a pas voulu partir, à l'instar d'autres joueurs. Ils lui ont dit voilà, tu restes encore 1 ou 2 ans et continue à grandir, vise l'équipe de France parce que mine de rien, il y a l'Euro à la fin de la saison et que c'est pas sûr que si tu pars dans un autre club, tu sois titulaire et tu joues l'Euro. Là, je pense que dans le contexte actuel, c'est impossible qu'il joue pas l'Euro avec Didier Deschamps et l'équipe de France. Mais voilà, ça. Ah, tu sais pas. Ouais. Je pense qu'on peut avoir, on peut avoir une surprise là-dessus, honnêtement. Même Alors si, s'il même le si prend pas, défensivement, c'est dramatique, hein, vraiment. ouais, non, Moi, en mais fait, la crainte que j'ai, connaissant Deschamps et ses deux défenseurs droitiers, ses deux défenseurs gauchers, il y a moyen qu'ils prennent Varane ou Upamecano, par exemple. ouais, après, bon, Même Koundé est meilleur qu'Upamecano pour moi, hein. Je suis oui, désolé. Après, non, mais bah oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. ça Après, c'est Deschamps, c'est euh, Deschamps. Lui, Koundé n'a pas encore eu sa chance avec l'équipe de France. Moi, je prendrais Koundé largement, hein, personnellement. Ça tenait qu'à moi, je prends Koundé largement. Après, Mais il aime bien la polyvalence aussi Deschamps, hein. Et Koundé peut jouer arrière droit, peut jouer défenseur central gauche. Il dépanne à tous les postes à Séville, ça c'est intéressant. moi non, j'espère en tout cas qu'il aura cette réflexion, En, personnellement. en Mais tout c'est cas, en tout cas, si on voit les performances de Jules Koundé, je pense qu'il peut y avoir réflexion, notamment cette saison. Alors, juste pour parler un petit peu du Barça, Imad, j'aimerais revenir quand même sur ce match face au PSG parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler ici. En quoi cette rencontre face au Paris Saint-Germain, et qui a très certainement mis beaucoup de doutes dans la tête de beaucoup de joueurs dans l'effectif, va peser pour le reste de la saison et notamment pour ce genre de match face à une grosse équipe de Séville? Comment tu penses que les joueurs peuvent se préparer à une telle rencontre, sachant que la dernière grosse rencontre du Barça face au PSG a été catastrophique et que la dernière fois que vous avez affronté le FC Séville, ça n'a pas du tout tourné en votre faveur? Moi, je pense juste qu'à un moment, les spirales négatives sont faites pour être arrêtées. Voilà. Cette Mm. saison, à part le match à Turin, on n'a battu aucun gros. On a même perdu contre tous les gros qu'on a affrontés, que ce soit Séville, le Real Madrid, Atlético, Juventus le retour, PSG. Donc, à un moment, il faut que la spirale négative cesse. Même si, dans la tête de beaucoup de supporters, je pense, on voit tous la saison blanche. Ça reste quand même là les prochaines semaines des semaines décisives dans la course au titre dans chaque compétition. Donc à mon avis, ils auront à cœur quand même de relancer la locomotive contre Séville. Donc c'est pour ça, on va dire que c'est plus un espoir plus que un véritable pronostic, mais j'ose espérer quand même qu'ils ont l'envie de sauver leur saison en se relançant d'abord contre Sevilla, puis une deuxième fois pour la Coupe d'Espagne, à voir ce qui sera possible, parce que pour le match retour contre Séville, je ne sais pas comment on va aborder ce match, parce qu'on a quand même une grosse remontada à faire en Coupe d'Espagne, je parle, bien sûr, on aura une grosse remontada à faire, alors que là, ce week-end, une simple victoire, la pression est moins forte à mon avis ce week-end que le match de coupe. Et je pense qu'il faudra tout donner justement dans ce match plus que celui de la Coupe d'Espagne en tout cas. Bah, en tout cas, oui, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup moins de cœur à l'ouvrage à mettre sur cette rencontre-là, même si ça reste très important, parce qu'on le rappelle, vous Ça, avez quand même un match d'avance par rapport au FC Séville, mais il y a que 2 points. Il y a que 2 points, donc exactement. l'importance serait vraiment de prendre de la distance par rapport à ce genre de concurrent, même si on rappelle en Espagne, les 4 premières places sont qualificatives, mais une place sur le podium, c'est toujours intéressant, même si l'objectif reste quand même le titre, je pense, pour le Barça malgré tout, même si les signaux sont pas forcément ouverts en ce moment. Alors, toi, justement, Marc, affronter, on l'a dit tout à l'heure, le Barça dans ces conditions-là, c'est un avantage, très certainement. Mais est-ce que ça sera différent, par exemple, du match que vous avez fait en Coupe du Roi? Est-ce que vous allez penser justement à cette rencontre et puis à la rencontre qui va venir? Parce que on rappelle que les deux équipes se rejoueront encore une fois en coupe c'est le samedi, il se rejoue 3-4 jours après. Donc c'est important de prendre un ascendant psychologique sur cette rencontre. Ouais, 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 c'est important. Et puis ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, je pense que Lopetegui va rebattre les cartes. C'est-à-dire que, à mon avis, là, ce qu'on a vu sur les 2 dernières rencontres, c'est 2 joueurs qui ont fait belle impression. C'est Luuk de Jong et Oliver Torres.
qui à mon avis vont rentrer dans l'équipe titulaire. Donc on va plus voir Ivan Rakitic titulaire et on va voir Oliver Torres à mon avis. Je suis pas sûr pour En-Nesyri parce qu'il est plutôt bon, mais il est plutôt très bon face aux plus petites équipes et un peu moins intéressant face aux grosses défenses plus compactes, etc. Donc à mon avis, je pense que Luuk de Jong part avec un avantage sur ce match-là pour être titulaire face au Barça. Et c'est intéressant parce que, ouais, comme je disais, les cartes vont être battues. On va avoir de nouveau le retour de Jesus Navas parce que Jesus Navas n'avait pas joué en match de coupe puisque c'était Alex Vidal qui est quand même vraiment moins fort que Jesus Navas. Donc on a récupéré Jesus Navas. Escudero va être mis sur le banc et on va voir Karim Rekik qui, mine de rien, même si c'est pas un immense joueur de football, reste meilleur que Sergio Escudero qui est vraiment très mauvais cette saison. Donc on peut voir quand même 4-5 changements par rapport au dernier match et c'est pour ça que je parlais de la profondeur de l'effectif précédemment. C'est qu'en fait, t'as encore Lucas Ocampos qui est blessé mais qui peut revenir d'ici normalement fin de semaine prochaine, maximum 2 semaines, plus Marcos Acuna qui va revenir dans pas longtemps. Donc c'est intéressant. En fait, on continue à lutter avec un effectif important et étoffé et par rapport à celui du Barça qui, même s'il est en train de retrouver un petit peu ses joueurs, moi franchement ça me fait de la peine quand je vois les joueurs qui rentrent pour le Barça, quand je vois des Martin Braithwaite, quand je vois qu'on fait rentrer Riqui Puig pour essayer d'apporter de l'impact, etc. Enfin, c'est pas du niveau du Barça. J'ai beaucoup de respect pour ces joueurs, mais voilà quoi, enfin soyons sérieux, tu peux pas lutter pour la Ligue avec ça, tu peux lutter avec Messi, avec Griezmann, avec Dembélé, etc. Y a pas de problème. Mais par contre la profondeur du banc du Barça, et Emma tu me feras peut-être mentir, mais à mon avis elle fait peur pour les prochaines échéances pour le Barça quoi. Ah, si je peux répondre à ça, pour moi, si en fait si tous ces joueurs-là étaient à leur meilleur niveau, la profondeur, on a connu pire ces dernières saisons. Honnêtement, on a connu vraiment pire. La saison dernière, il me semble que si je dis pas de bêtises, les dernières journées de championnat, on a que 13 joueurs effectifs pour finir le championnat, donc c'est vraiment très peu. On avait quasiment pas de banc. Là, on a quand même, si tout le monde, si on n'avait pas de blessés et que des joueurs comme Pjanic, comme Coutinho étaient à leur vrai niveau, on pourrait avoir un vrai effectif. Après, là, comme tu as dit, avec le niveau actuel, quand tu vois que des fois Griezmann, Dembélé sont pas dedans, que tu veux les sortir, tu fais rentrer, bon, j'allais dire Trincao, mais Trincao ces derniers matchs, il commence à vraiment se réveiller, à être un bon niveau, mais bon, Ouais, Trincao, oui, je suis d'accord. c'est pas encore le super sub, voilà, qui va te faire changer un match. Braithwaite, ouais, pareil. En plus, on le fait pas jouer à son bon poste. Quand on le fait jouer à son bon poste, ça reste pas non plus du niveau du Barça. Donc Non, on est d'accord. c'est global en fait le Barça. Surtout que on a changé énormément de fois de 11. Dès qu'on commence à trouver une stabilité, en fait, on est très irrégulier le Barça en ce moment. Et c'est pour ça que ce match contre Séville, on est capable de le gagner, bien qu'on ait fait des mauvais matchs avant, comme après on est capable de prendre 5 le match d'après en coupe. C'est très difficile de juger le Barça cette saison, même en regardant tous les matchs. On a vu ce mois de janvier, surtout en coupe, où même si on n'a pas été étincelant, on a quand même sorti des 2-3 bons matchs. On arrive avant le PSG en battant Alavés avec un très bon match dans le jeu, même si ça reste qu'Alavés, dans le jeu on a été très bien, rassurant par rapport au match d'avant. Et on se casse la figure contre le PSG. Et après, on repart contre Cadiz en retombant. Donc, très, très irrégulier, très difficile de pronostiquer le Barça. Même si je pense qu'à l'issue de la saison, on finira pas avec 2 titres. C'est très compliqué de savoir où peut en être le Barça. Et Messi en est aussi un grand, comment dire, Messi est celui qui peut encore une fois tout changer. Je répète, contre le match d'Elche, le match était assez ennuyeux pendant une bonne partie du match, et dès que Messi a accéléré 2-3 fois, 2 buts, il a amené le troisième, et voilà, après c'était plié l'affaire. Donc encore une fois, ça dépend que de lui, encore, et c'est malheureux. Ouais, après, Non. moi, je trouve que justement, en fait, le fait d'avoir longtemps reposé sur Messi, ben, on voit les failles maintenant, quoi. Ah, Tu non, reposes beaucoup trop sur lui et quand il est pas au niveau, ce qui arrive quand même souvent cette saison face aux grosses équipes, ah ben, il n'y a pas de Messi, pas d'équipe en fait. Mais t'as personne du tout pour relever le niveau quand Messi est pas bon. Tu vois, autant il te porte l'équipe, autant quand il est pas bon, c'est quand même assez catastrophique, hein. Moi, j'ai regardé beaucoup de matchs, vraiment beaucoup de matchs de Barça cette saison pour me benchmarker un petit peu. Et franchement, quand Messi n'est pas dans des bons jours, ça lui est quand même, moi je trouve beaucoup arrivé cette saison.
je trouve ça vraiment difficile, quoi. T'as plus d'équilibre, t'as pas de mecs qui prennent le relais. Griezmann est fantomatique quand Messi est pas bon. Enfin, c'est difficile. Donc, voilà, t'atteins la limite du fait d'avoir un joueur aussi fort et aussi exceptionnel, en fait. Maintenant, t'atteins la limite, quoi. Ah, on paye surtout les erreurs de. On parlait tout à l'heure justement avec Séville du bon mercato. Nous, on paye nos mauvais mercato. Quand à l'époque, en 2015-2016, le Barça tournait bien, que Messi était blessé 2 mois, ah, t'avais Neymar Suarez qui faisait le taf à eux deux, en fait. Ils mangeaient la Liga, la Ligue des Champions à eux deux. Et c'était des joueurs de classe mondiale et on pouvait ne pas se reposer sur Messi. Et maintenant, le problème, c'est que on n'a pas su remplacer Dani Alves, Xavi, Iniesta. Suarez, quand il a été mauvais, on l'a pas concurrencé, on n'a mis aucun neuf pour le concurrencer. Puis maintenant qu'il est parti, bah, on n'a vraiment personne pour marquer les buts. Neymar, on l'a mal remplacé aussi. Et voilà, on paye les pots cassés parce que Messi, bon, moi je dirais surtout qu'en début de saison, c'était un problème d'efficacité surtout qu'il a eu. Après, il a commencé à se réveiller un petit peu. Je pense aussi qu'il a été impacté par son faux départ. Rester dans un club au début où t'as pas envie de rester, je pense que voilà, ça impacte aussi. Et puis c'est plus le Messi d'il y a 6-7 ans. Voilà, comment dire, il fait moins d'efforts physiques. Encore une fois, il peut transformer un match à lui tout seul, mais c'est pas normal de le voir sur certains matchs descendre en défense centrale pour créer le jeu. Justement, s'il avait d'autres créateurs autour, bah, il ferait encore une excellente saison. Moi, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec beaucoup de. Je dis pas que c'est ce que tu as dit toi, hein, mais beaucoup de gens disent que cette saison, par exemple, a baissé de niveau. Je pense pas qu'il ait baissé de niveau. Il a juste, voilà, il a juste pas eu comment dire. Il y a des choses qu'il peut plus faire par rapport à avant, mais il a encore le niveau pour te sortir de situations compliquées le Barça. Il l'a encore montré et malheureusement, s'il était un peu mieux entouré, je pense que on aurait pu faire mieux. Et les matchs où il n'était pas là, des gars comme Griezmann, Dembélé et d'autres encore, le seul qui a pu un petit peu porter le Barça en début de saison, c'était Ansu Fati avant qu'il se blesse. C'est le seul qui, quand le Messi marquait pas, c'était le seul qui marquait, le seul qui faisait la différence. Et c'est bien dommage que ce soit un qui vient d'être majeur qui arrive à faire ça quand on a recruté 3-4 joueurs à 100 millions d'euros. Voilà, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la rencontre de samedi elle va être très très placée sous le signe du suspense, hein, puisqu'on va désormais parier sur cette rencontre, les gars, pour terminer cette émission. D'abord, on va commencer. Bah, vous avez été très très supporteristes quand même, très supporteristes dans vos pronos, mais ce qui est normal, à l'approche d'un match comme celui-ci, c'est normal. Alors, on va commencer par toi, Imad. Donc une victoire du FC Barcelone côté à 2,22. Pourquoi le Barça va s'imposer, tout simplement? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'à un moment, faut sortir des spirales négatives, parce qu'à un moment, perdre contre des grosses équipes à répétition, je pense que même pour un club qui est en crise, c'est pas bon. On aura bientôt un nouveau président. Je pense qu'on aura quand même à cœur d'être sur une bonne dynamique avant son arrivée. Et je pense que c'est le match pour se relancer un petit peu pour ne pas perdre totalement pied pour la Liga, parce que je pense que si on se fait éliminer en Coupe d'Espagne et en Ligue des Champions, il restera plus que le championnat à jouer, même si ça reste compliqué. On n'a pas le droit de s'effondrer dès ce week-end. Donc, c'est encore une fois plus un espoir qu'un pronostic, mais j'ose espérer on gagne ce match. Très difficilement, c'est sûr qu'il n'y a plus le droit à l'erreur, en championnat, du moins. Alors, de ton côté, Marc, tu as laissé ton cœur de supporter parler aussi, puisque tu pronostiques une victoire du FC Séville côté à 3,20. Bah, même question, pourquoi Séville va l'emporter ce samedi? Parce qu'il est temps de passer le cap. Il est temps de justement passer devant le Barça et de le faire en confrontation directe, c'est-à-dire arrêter de faire des chassés croisés. Je gagne à Osasuna, il gagne à Huesca ou à Elche, etc. Il est temps en fait en confrontation directe de marquer le territoire. On a failli le faire à l'aller en faisant match nul là-bas alors qu'on était à mon avis supérieur sur le match et que là on va jouer à la maison. On a à cœur de faire une belle presta à la maison parce que la dernière fois qu'on a joué c'est face à Dortmund. Donc franchement, je vois bien Julen Lopetegui prendre très 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 au sérieux ce match
Et franchement, moi je pense qu'on part quand même entre guillemets un peu en favori sur ce match-là et je nous vois bien gagner, pas avec une grosse marge d'écart, mais ouais, le 2-1 à mon avis est largement possible. Alors ouais, c'est un score qui peut être plausible en plus au vu des dernières rencontres. Ça peut tourner très rapidement en faveur du FC Séville, même s'il faut quand même se méfier d'une bête blessée comme le Barça, qui a notamment un petit Lionel Messi dans ses rangs que notre cher Imad pronostique en tant que buteur. Alors bon, c'est pas la plus grosse cote, t'as pas été le plus courageux là-dessus. 1,81 pour Lionel Messi. Bon, t'as choisi la facilité là. Bah, c'est surtout que j'ai choisi la forme du moment, hein, avec ce contre Elche, il a marqué. Bon, après, bon, Cadiz Paris, c'est sur penalty, mais j'ai envie de dire qu'en ce moment au Barça, je vois que lui qui est capable de marquer. Peut-être De Jong sur quelques offensives, mais pour moi, si on doit gagner, ça doit passer par un grand Messi. Donc, pas très Toujours. original, mais je pense que ça passera par lui. Oui, mais bon, est-ce que c'est étonnant au final de parier sur Lionel Messi qui débloque toute la situation? Je pense pas, hein. Pas totalement, non, je pense Ouais, pas. voilà. Bah bon. Parfois, faut pas faire dans l'original, hein. La surprise, c'est pas forcément très bon. Si tu nous pronostiques un Trincao, par exemple, on est moins sûr, tu vois. Mais Ouais. Ah, c'est au moins possible avec. quand même, hein. C'est Ouais, possible. mais quand même, En quand ce même. moment, mais bon. Mais si, ça reste l'assurance tout risque. Ouais, c'est Et vrai. de ton côté, toi, Marc, c'est Luc de Jong, côté à 3,15, donc un peu plus élevé quand même. D'ailleurs, c'est la troisième cote la plus élevée côté Séville, puisque tu as Nesri à 2,05 et Mounir à 3,05. Mais tu as jeté ton dévolu sur Luc de Jong. De Jong débloquera la situation? Ouais, je pense que c'est un match pour lui. Il aime bien les gros matchs. Il aime bien les défenses un peu rugueuses. Donc, je pense qu'il va bien se plaire avec piqué au marquage un peu serré comme ça. C'est vraiment ce qu'il aime. Mais on l'a vu encore face à Dortmund. Il a marqué encore ce week-end face à Osasuna. Et c'est un joueur de phase, hein. C'est un joueur qui est capable de te marquer à tous les matchs pendant 6 7 matchs et en fait après disparaître un peu dans un trou. Mais il est dans une bonne phase et je le vois bien mettre une petite tête sur un centre de Jesus Navas, tu vois, aux alentours de la 58e, comme ça, dans ces zones-là. Donc voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, de toute façon, on a vu que Piqué, il suffisait d'avoir juste un peu de vitesse pour le mettre à mal. Donc, ça s'est vu sur les derniers matchs, malheureusement pour lui. Mais bon, il vient de revenir. On va lui laisser le bénéfice du doute à notre bon vieux Gérard. Vos grosses cotes, puisqu'il y a des grosses cotes quand même. Alors bon, elles sont pas énormes, mais au moins, ça a le mérite d'être tenté. Toi, Imad, tu as tenté un 0-0 à la mi-temps, côté à 3,05. On n'est pas sur de la cote énorme, mais on est quand même sur une cote assez intéressante. Euh, Tu vois un match assez fermé quand même pendant les premières minutes. Oui, bah Séville en ce moment, comme l'a dit Marc, c'est très solide défensivement. Et en fait, c'est surtout de la prestation de Séville que je vois ce résultat. C'est-à-dire que je les vois pas. Je pense que Lopetegui va prendre ce match très au sérieux, mais à mon avis, ils vont pas se jeter à fond dans le match dès la première mi-temps. À mon avis, ça va commencer peut-être plus en seconde. Et pareil, ouais, je pense on va passer une première mi-temps à se jauger un petit peu et que c'est en deuxième mi-temps que le match va un peu plus s'animer, en tout cas je l'espère, mais comme souvent dans les gros matchs comme ça en jeu pour les deux équipes, on voit pas du spectacle d'entrée. Après, on verra Mhm. bien, hein. Moi j'espère que pour le foot quand même, on verra un peu de folie quand même dans ce match, mais je pense quand même que vu l'enjeu au début, ça risque d'être un peu compliqué pour les deux équipes. Bon, il y aura un petit round d'observation selon toi qui devrait pas durer plus d'une mi-temps. Alors du coup, on a la grosse cote de Marc. Alors là, il a été un petit peu plus ambitieux que toi, Imad. On est sur un Mounir, Marc et son équipe gagne, donc le FC Séville gagne donc à 11,50. Donc celle-là, elle est pas mal du tout. Donc je vais pas trop demander pourquoi tu vois le FC Séville gagner, mais Mounir buteur, ça peut être intéressant. Pourquoi Mounir? Ouais, parce que Mounir, en fait, c'est un peu comme Luke de Jong, c'est un joueur de phase. Et franchement, en ce moment, il est vraiment très très bon. Et il a un peu un côté super sub. Il aime bien ce côté super sub. En ce moment, quand il rentre, il est vraiment décisif. Soit il est décisif sur un geste et après il y a quelqu'un qui marque, soit c'est lui qui marque directement. Et il nous a fait ça l'année dernière, à peu près à la même période. Et en fait, dès qu'il rentrait, c'était but. Et là, je le vois bien rentrer et marquer face au Barça parce qu'il a quand même une petite rancœur
légère, mais qui existe quand même face au Barça. Donc, ouais, je le vois bien marquer en fait. Ah, il a déjà marqué contre nous à Valence. Même un doublé Ouais. une fois, il me semble. Je le vois bien Bah, marquer, franchement. et bah, surveiller le petit Mounir El Haddadi. Oui, on le rappelle, bien sûr, formé au Barça et qui a jamais eu sa chance avec les Blaugrana. Bah, merci à vous deux, les gars. Merci, Imad, merci, Marc, d'avoir Merci pour participé. Donc, l'invitation, c'était top. Avec plaisir, merci à vous. et bah, c'est normal, les Merci gars. les Donc, gars. Marc, on peut te retrouver sur Sevilla FC France sur Twitter. Donc, vous relayez l'actu du club andalou, donc tous les jours, hein, bien sûr, avec Exactement. voilà des infos, des avis aussi. Donc, si vous êtes fan du FC Séville ou que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller les voir sur Twitter. Et Imad, donc toi, on peut te retrouver pour connaître un petit peu tes avis sur le FC Barcelone. Donc sur ton Twitter, on le rappelle, Blaugrana Atlas. Donc Yes, bah exactement. Et aussi, j'ai créé récemment un compte Insta. Je le partage pas mal de fois sur mon compte, mais ouais, il est tout nouveau et c'est un peu en pareil, Blaugrana Atlas sur Insta. Et c'est je rajoute un peu plus de contenu par rapport à Twitter, mais ça reste dans le même esprit Ouais, bah que mes tweets. de toute façon, on le partagera bien évidemment Pas de problème. sur la publication Instagram. Donc bah voilà, ça fait une transition toute trouvée. Hein, donc bah n'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux Twitter, Instagram. Les podcasts vont continuer bien évidemment dès la semaine prochaine avec une nouvelle affiche. En parlant d'affiches, on a aussi sorti Chelsea United qui peut être très intéressant avec Geoffrey Poinlan et Théo de Chelsea France. Donc n'hésitez surtout pas à aller écouter celle-ci aussi. Et pour les lives, on va revenir dès la semaine prochaine avec un invité. On vous dit pas encore qui, mais ça pourrait vous plaire. Donc en tout cas, nous, pour les podcasts, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bon match à tous, bon week-end. C'était Quentin de Temps Additionnel. Salut à tous.